Le titre de ce 19h30, ce sont exactement 800 millions de francs CFA que le Conseil supérieur de la communication met à la disposition des médias pour la couverture de la campagne électorale à venir. Le président du CSC l'a annoncé hier au cours d'une conférence, d'une cérémonie de présentation de vœux. Les détails tout à l'heure. Et pendant ce temps, dans les états-majors des partis politiques, l'heure est à la mobilisation de la base. Les sections sont mises à contribution. Les femmes du CDP de la commune des Ignares se mettent en ordre de bataille pour la victoire du parti dans la province de Loubritenga. Et puis en Côte d'Ivoire, les avocats français de Guillaume Soro sont arrivés à Abidjan où ils ont animé une conférence de presse. Ils annoncent avoir saisi plusieurs organismes des Nations Unies et de l'Union européenne sur les poursuites contre l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Au fur et à mesure que la semaine passe et que l'élection générale approche inexorablement, eh bien, dans chaque parti politique, on essaye de mobiliser la base électorale. Eh bien, dans la province de Loubritenga, ce sont les femmes de la commune des Ignares qui se sont rassemblées, les femmes CDP bien sûr, qui se sont rassemblées ce 8 janvier. Objectif, se mettre en ordre de bataille pour la victoire du parti au soir du 22 novembre prochain. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Leurs voix ont été déterminantes pour la victoire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans Loubritenga lors des élections législatives et municipales passées. Fortement mobilisées ce 8 février à l'occasion de leur assemblée générale, les femmes CDP de la commune des Ignares jettent un regard sur les activités de la municipalité en leur faveur après 4 années d'exercice. Nous allouons mensuellement 3 millions aux femmes de la commune des Ignares pour ce qu'elles appellent la foire communale des femmes. L'accès à l'eau potable, nous avons réalisé en 4 ans plus de 20 forages. Quand vous regardez le secteur de la santé, nous avons 4 CSP qui étaient non fonctionnels. Nous avons plaidé auprès des services techniques sanitaires, mais aussi nous avons acquis du matériel sanitaire pour que l'ouverture de ces CSP soit effective. Nous avons même organisé chaque année cette journée des femmes, le 8 mars. Et nous l'avons intitulée une journée communale où nous réfléchissons sur la thématique et nous voyons qu'est-ce qui peut être fait. L'année passée, nous avons organisé une campagne de dépistage sur les cols de l'utérus, le cancer du col de l'utérus, les fistules obstétricales. Et cette année, nous organisons le mariage collectif pour promouvoir les droits de la femme. Les droits de la femme et pour aussi encourager les hommes à accepter et régulariser leur situation. Dans la dynamique des préparatifs du double scrutin de 2020, le CDP Loubritenga repose ses espoirs sur le vote des femmes du parti. Et pour cela, il les prépare à se rendre massivement aux urnes. Il ne suffit pas de crier sur la voie publique ici du CDP. Être du CDP, c'est pouvoir voter le jour le CDP. Et arrivé le jour du vote, il faut disposer du document de votation. Nous avons tenu à rappeler aux femmes les documents nécessaires qu'elles devraient posséder pour pouvoir s'inscrire dans les nouvelles listes pour ceux qui ne sont pas inscrits. Celles qui étaient déjà inscrites sur les listes, les documents qu'elles devraient mettre à côté pour le jour J et aussi solliciter leur entrée. Dans Loubritenga, en 2020, les femmes du CDP ne seront pas que de simples électeurs et seront aussi des candidates. Et le parti compte appliquer les dispositions de la loi portant quota genre pour garantir leur meilleure représentativité sur les listes de candidature. C'est une occasion pour moi de remercier tous ces responsables qui ont initié cette rencontre et féliciter aussi les femmes du CDP qui ont toujours l'engagement à continuer à soutenir le CDP. Et pour les élections à venir, en tout cas, nous allons demander les responsables de tout faire pour impliquer les femmes et respecter le quota, puisque nous poursuivons le même objectif, c'est le développement de notre nation. Les femmes CDP de la commune des Ignares ont aussi manifesté leur solidarité envers leurs sœurs déplacées internes en leur faisant don d'une tonne de farine de maïs.
Élections toujours, mais aussi justice. Et là, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire, où, vous le savez, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Mais vous le savez également, il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et détournement de deniers publics. Une situation qui l'empêche d'ailleurs de rentrer en Côte d'Ivoire. Il vit en ce moment en France. Et justement, 16 avocats français se sont rendus à Abidjan, où ils ont animé une conférence de presse. Ils annoncent avoir saisi plusieurs organismes onusiens et européens sur le cas de leurs clients. Je vous propose de les écouter. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire au nom de 19 personnes, dont bien entendu les 5 députés. Nous allons également saisir différents rapporteurs spéciaux, l'Union interparlementaire internationale, dont nous pensons qu'elle prendra une résolution. Un mémo synthétisant l'ensemble de ces violations sera adressé dans les prochaines heures aux principaux décideurs européens, Parlement européen, Conseil de l'Europe, Union européenne et bien entendu à la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Qu'il y a des poursuites qui sont enclenchées sur des faits qui ne sont nullement élaborés, des faits qui ne sont assis sur aucun élément et des faits que personne n'a constatés, des faits de troubles à l'ordre public. Personne n'a vu de troubles à l'ordre public. Retour à Ouagadougou, où je vous le disais, les états-majors des partis politiques sont en train de se préparer pour les élections générales à venir. La campagne officielle n'est pas encore ouverte, mais en attendant, tout le monde se met dans le starting block. Le Conseil supérieur de la communication, lui aussi, qui est chargé de chapeauter la couverture médiatique de cette campagne électorale, est en train de se préparer. Il a décidé d'apporter un appui financier aux organes de presse, 800 millions de francs CFA. Le président du CSC l'a annoncé au cours d'une cérémonie de présentation de vœux. C'était hier. Archimède Boy. Assurer une couverture électorale dans un pays confronté à des défis sécuritaires, c'est la préoccupation du Conseil supérieur de la communication CSC. Cette institution veut créer de meilleures conditions pour les médias publics et privés en vue de relever ce challenge. Nous avons, comme les scrutins précédents, prévu d'accompagner la presse publique avec un montant de 500 millions de francs CFA et la presse privée avec un montant de 300 millions de francs CFA. Deuxièmement, nous allons, avec la Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Sécurité, avoir une séance de travail spécifiquement sur la sécurité des journalistes pendant les élections. Les patrons de presse sont conscients de l'enjeu électoral. C'est pourquoi ils souhaitent la mise en place de dispositions permettant à leur structure d'être à la hauteur des nombreuses attentes. Je rappelle qu'il s'agit spécifiquement de mesures sur une fiscalité spécifique à la presse. Il s'agissait aussi de l'année verte pour favoriser la croissance de ces médias. Cette année-là va considérer à une suspension de la fiscalité pendant 2 ou 3 ans afin de permettre d'abord sa croissance. Il s'agissait aussi d'allègement, voire d'exonération douanière sur les équipements pétroliers. Au niveau des agences de communication, l'organisation Publicité Associée continue son combat, celui d'en finir avec la concurrence déloyale dans le milieu. Et pour ce faire, elle souhaite pouvoir publier dans un futur proche la liste des agences de communication agréées par le CSC. Tant par la voie de presse, nos amis des médias sont là, qu'au niveau des ministères et des démembrements de l'État pour barrer définitivement la voie aux agences de communication fantômes qui nuisent fortement à la prospérité et à l'efficacité des agences nationales face à la concurrence internationale. Cette année, on ne va pas se laisser faire. Et pour mettre un terme à cette cérémonie de présentation de vœux, 2 agents du CSC admis à la retraite ont été honorés. Les élections de 2020, vous le savez, se tiendront dans un contexte
particulier marqué par un climat sécuritaire difficile, une situation qui cause d'ailleurs de nombreux déplacés internes dans plusieurs villes avec son corollaire de précarité. Un élan de solidarité s'est développé autour de ces personnes en détresse. À Banfora, c'est un exploitant agricole qui a décidé de s'inscrire dans cette chaîne de solidarité. Il fait don de plusieurs tonnes de vivres, non seulement aux personnes déplacées internes de la ville, mais aussi aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de la capitale de la région des Cascades. Ibrahim Compaoré, surtout Justin Dabiré. Plus de 2 tonnes de maïs remis à la direction régionale en charge de l'action sociale des Cascades. Un don destiné aux déplacés internes et aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Banfora. Le geste de Zoumana Sagnon, un agriculteur vivant à Banfora. Le donateur n'est pas son premier geste de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables de la région des Cascades. La volonté d'aider les autres est la raison qui m'a poussé à faire ce don. Chaque être humain doit venir en aide aux personnes démunies. Ce n'est pas la première fois que je fais ce geste. Chaque année, je fais l'aumône en donnant des vivres à l'action sociale. Mais cette année, comme la ville a accueilli plusieurs déplacés internes, j'ai pensé à leur donner une partie du don que je fais annuellement. Une action de solidarité que Zoumana Sagnon promet continuer afin de toujours venir en aide aux personnes démunies de sa région. Nous prions pour que les attaques terroristes cessent dans notre pays. Néanmoins, ce geste va continuer. Nous ne souhaiterons pas que ça soit encore pour les déplacés, mais pour l'action sociale dans les années à venir. La direction régionale en charge de l'action sociale des Cascades se réjouit de ce geste jugé noble du donateur Zoumana Sagnon. Un don qui sera distribué aux personnes déplacées et aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Banfora comme le souhaite le donateur. Nous saluons justement vraiment à sa juste valeur ces dons-là, en tout cas qui vient soulager la souffrance de nos compatriotes qui, en fait, suite aux attaques terroristes, et par peur pour leur vie, se sont retrouvés dans notre région. Et nous remercions aussi les populations qui ont bien voulu les accueillir et qui les appuient quotidiennement dans l'accomplissement de leurs besoins du minimum vital. Aidons-les comme on peut parce que on a dit nul n'est assez démuni pour être solidaire et nul n'est assez nanti pour se passer de la solidarité des autres. Nous pouvons, c'est la vie en société qui nous impose cela, nous pouvons aussi nous retrouver un jour dans une situation pareille. Donc on lance un appel à ce que chacun, en tout cas, comme il le peut, de soutenir ses frères et sœurs qui ont besoin de notre appui à leur action. Les 2 tonnes et demie de maïs seront reparties comme suite. 2 tonnes destinées aux 4 900 déplacés internes et les 500 kg aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Banfora. On quitte la région des Cascades, on remonte vers Ouagadougou, mais on fait escale dans la région des Hauts-Bassins, précisément à Bobo-Dioulasso, où les personnes déplacées internes de la ville ont elles aussi bénéficié d'un geste de solidarité, celui de l'association des jeunes opérateurs économiques de Bobo, un don en diverses natures. Voilà la matérialisation de la démarche de cette association. Zongo Jacob, surtout Justin Dabiré pour le reportage. Plus de 400 déplacés internes dans la région des Hauts-Bassins. Un chiffre qui interpelle au devoir de fraternité et de solidarité de tout un chacun. En réponse à cet appel de fraternité et de solidarité, l'association des jeunes opérateurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso a fait un don de vivres et de vêtements d'une valeur de 7 millions de francs CFA aux populations déplacées de la région des Hauts-Bassins. Composé de 5 tonnes de riz, de 550 paquets de spaghettis, de 200 bidons d'huile de 5 litres, de 50 cartons de savon, de 2 sacs de maïs et de 6 ballons de savon, ces vivres et ces vêtements visent à améliorer les conditions de vie des déplacés. Compte tenu de la situation d'insécurité de notre pays, il y a des déplacés, malgré les personnes âgées, ils ont laissé leur ville, malgré eux. Actuellement, ils sont dans la difficulté. Ils n'ont pas de toit même à dormir, ils n'ont pas à manger. C'est tout ça qui a motivé de faire des dons.
Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins salue ce geste des jeunes opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso. Antoine Athiou a saisi l'occasion pour lancer un appel à d'éventuels donateurs pour une manifestation effective de la solidarité au profit des personnes déplacées. 4000 personnes déplacées dans la région des Hauts-Bassins, dont le plus gros contingent se trouve à Karangasso-Vigué, dans la province du Houé. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile d'accompagner ces donateurs et en même temps reconnaître ce qu'ils ont fait et lancer un appel à d'éventuels donateurs également pour que la solidarité se manifeste dans tous les groupes, dans tous les secteurs d'activité afin de soutenir ces personnes qui n'ont jamais demandé à quitter leur village et qui se sont déplacées de force et que nous recevons ici dans notre région. C'est avec une grande joie que ces déplacés accueillent ce don. Ils remercient les donateurs pour ce geste qui sans doute contribuera à améliorer les conditions de vie. C'est avec un cœur plein de joie que nous recevons ce don. Nous remercions beaucoup le donateur pour son geste de solidarité envers nous. En plus de ce don de vivres et de vêtements, un dispositif de prise en charge allant de la distribution de vivres à la prise en charge psychosociale est mis en place par la direction régionale en charge de l'action sociale pour gérer l'affluence des déplacés dans la région des Hauts-Bassins. Et on parle encore d'action sociale, mais pas de geste spontané cette fois-ci, plutôt d'une structure qui œuvre dans le domaine social au Burkina depuis un quart de siècle maintenant, 25 ans, au service et au secours des personnes vulnérables que l'association AMPO a célébré ce samedi. Arsène Konditamde. L'association Malgouvernement pour la protection des orphelins AMPO célèbre son jubilé d'argent. 25 années passées au service des orphelins du Burkina Faso. Catherine Rodney Kema est la fondatrice de cette association qui a apporté du baume au cœur de milliers d'orphelins et de personnes démunies de plusieurs localités du Burkina Faso. Après un quart de siècle d'action humanitaire, elle a le sentiment du devoir accompli. Depuis 25 ans, je trouve le budget nécessaire pour tout et ce sont des milliards. Crois-moi, ce sont des milliards. La raison de notre succès et de notre pérennité vient du bon Dieu. C'est l'amour seul qui fait bouger notre grand bateau AMPO. Depuis sa création en 1995, AMPO a pris en charge plus de 6 000 bénéficiaires et formé environ 300 pensionnaires dans divers métiers. Plus de 1000 enfants bénéficient d'aides scolaires et de vivres tous les ans. Daouda Kaboré est l'un d'eux. Que serions-nous sans vous, maman? Issu de la 4e promotion, moi, Kaboré Daouda, j'ai passé 3 ans au sein de l'orphelinat garçon. À ma sortie, j'ai encore bénéficié d'une formation professionnelle à l'École nationale de santé publique. Et aujourd'hui, je suis fier d'assumer la fonction de surveillant d'unité de soins au centre médical avec antenne chirurgicale du district sanitaire de Garango. Annuellement, environ 50 000 personnes bénéficient de soins curatifs et d'une assistance nutritionnelle grâce aux actions de AMPO. Des femmes et jeunes filles reçoivent également un soutien financier pour démarrer des activités génératrices de revenus. Toute autre chose est cette réunion de responsables des transports des pays de l'Interland, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, réunion qui s'est tenue à Ouagadougou et qui a été marquée par une réorganisation des chargeurs de ces pays concernés. Majid Bakwa. L'association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre change de dénomination. Il devient désormais l'association des conseils des chargeurs des pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est ce qui ressort de la réunion des experts des transporteurs tenue dans la capitale burkinabé. Ce changement répond d'abord à une première préoccupation. Et nous considérons que les différents conseils de chargeurs regroupent l'ensemble des chargeurs. Et dans la première monture de notre association, nous avons pensé regrouper le maximum d'acteurs, mais nous avons constaté à la fin
que dans le conseil des chargeurs, il y a tous les chargeurs. Donc, au lieu de parler des acteurs des transports et du conseil des chargeurs, on a retenu uniquement les conseils des chargeurs qui sont les représentants légaux de tous les chargeurs. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations. Nous avons d'abord la première recommandation, c'est que les pays de l'Interland doivent prendre conscience que la position qu'ils occupent aujourd'hui n'est pas une fatalité et qu'on doit capitaliser notre position de pays enclavés puisque les différents textes internationaux et les différentes réglementations nous donnent un certain nombre de faveurs. Donc, de la même façon que les pays qui ont la côte, qui ont la mer, profitent de la mer, nous devons profiter, nous aussi, de la mer à travers notre position de pays enclavés. L'Association des conseils des chargeurs sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été créée en octobre 2007 avec des pays membres qui sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Centrafrique. L'association des hémophiles du Burkina Faso s'organise davantage. Elle a installé sa cellule de la région des Hauts-Bassins. C'était au cours d'une conférence de presse à Bobo du Lasso. Edith Nikema Sotouo, Justin Dabiré y était. L'hémophilie est une maladie sous-diagnostiquée. Seulement 2,16% de cas diagnostiqués dans le monde en 2019, 90 cas diagnostiqués au niveau national et 2 cas diagnostiqués dans la région des Hauts-Bassins. L'âge des personnes atteintes d'hémophilie varie de 3 mois à 42 ans. L'hémophilie est une maladie hémorragique grave due à un déficit constitutionnel et se transmet par une récidive liée au sexe. C'est une malformation qui survient au sein maternel. Voilà, qui va toucher les gènes, donc les chromosomes sexuels. Donc, quand c'est une fille, vous voyez que quand c'est un X qui est touché, cette fille n'est pas malade, mais elle est conductrice, elle est susceptible de transmettre la maladie à sa descendance. Par contre, le garçon qui n'a qu'un seul X, quand il est touché, il est malade. Voilà pourquoi la majorité, sinon dit presque tous les patients, sont des garçons. Il existe 2 types d'hémophilie et 3 degrés de sévérité en fonction du taux de facteur qui se manifeste chez le patient selon le professeur Eleonore Kafando. Lorsque le patient manque de facteur 8, on parle d'hémophilie A, et lorsque le patient manque de facteur 9, on parle d'hémophilie B. Et il y a 3 degrés de sévérité en fonction du taux de facteur. Quand le patient a moins de 1% de facteur 8 ou de facteur 9, on parle d'hémophilie sévère. Lorsque le patient a un taux de facteur compris entre 1 et 5%, on parlera d'hémophilie modérée. Et si le patient a un taux de facteur 9 ou 8 supérieur à 5%, on parlera donc d'hémophilie mineure. L'hémophilie est une pathologie mal connue de tous pour des raisons d'insuffisance en ressources humaines spécialisées et de moyens de diagnostic non adaptés. Des comportements sont à adopter en cas de manifestation et de saignement réguliers. Le comportement adopté quand on découvre la maladie découle de lui-même. Moi, j'aurais aimé entendre le comportement adopté quand on suspecte la maladie. Oui. Voilà. Quand on suspecte la maladie, voilà, c'est un enfant qui saigne fréquemment ou de façon plus prolongée que les autres individus. Il faut se rendre dans un centre de santé. Composée de 160 membres sur le territoire national, l'Association des hémophiles de Burkina Faso mène une plaidoirie auprès du ministère de la Santé pour solliciter son accompagnement. Au cours de cette conférence de presse, le bureau national de l'Association des hémophiles de Burkina Faso a mis en place son bureau régional composé de 4 membres. Il sera accompagné par des médecins et a pour mission de travailler à mieux faire connaître la maladie afin d'avoir une prise en charge et une meilleure qualité de vie des patients. Créée en 2015, l'Association des hémophiles du Burkina Faso vise la sensibilisation et l'éducation des populations sur la maladie. Et pour terminer, l'École supérieure internationale du management récompensée au cours de la 9e édition de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises, réunion qui s'est tenue à Lomé, au Togo. L'ESIM a été désignée précisément meilleure grande école africaine, catégorie or, par l'ONG Afrique et Mérite. Archimède Boy. L'École supérieure internationale de management ESIM reçoit les grands prix des écoles africaines, des trophées décernés par l'ONG Afrique et Mérite. En effet,
Cette organisation a tenu le 6 décembre 2019 la 9e édition de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises à Lomé, au Togo. Un événement qui a connu la participation du groupe CFPM ESIM. Nous avons eu le prix des grandes écoles africaines catégorie or, alors à Lomé. Nous avons aussi eu le trophée de top patrimoine, alors aussi à Lomé. Et comme vous le voyez, nous avons aussi eu évidemment la médaille d'or, alors qui dit que le groupe CFPM ESIM est leader évidemment en Afrique. Et ce qui nous a beaucoup réjoui, c'est que nous faisons partie alors du Haut Conseil des grandes écoles africaines, alors dans laquelle nous sommes vice-présidents du Haut Conseil des grandes écoles africaines. L'ONG Afrique et Mérite veut ainsi réduire le nombre de départs des jeunes Africains vers les universités européennes et américaines. Je dis simplement que nous devons travailler ensemble pour que nos écoles sur le continent africain n'aient rien à envier aux écoles aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde entier. Et pour que nous puissions former nos jeunes frères ici en Afrique avec nos réalités en tenant compte des exigences professionnelles sur le plan qualitatif et bien évidemment. Les 10 meilleurs étudiants de ESIM reçoivent également des attestations au cours de cette cérémonie. Tout d'abord, c'est une fierté. Voilà, et j'invite aussi les autres étudiants à faire comme moi, à se battre pour réussir. Aujourd'hui, j'ai eu un contrat dans une agence qui fait la promotion des produits pharmaceutiques. Par ailleurs, les enseignants ont témoigné leur reconnaissance et présenté leurs vœux aux fondateurs de cette école. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, 19h30, pour le 7 Info. Et tenez-vous bien, je reçois Lionel Bugo qui viendra nous parler de son livre Burkina Faso, du rêve à l'action. Créons demain. Ne le ratez pas, demain, 19h30.